Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Audience au palais de la Marina, le chef de l'État a reçu le président de la BOAD. Les relations de coopération entre le Bénin et l'institution sous-régionale ont été évoquées. Après les partis politiques hier, les responsables de la Sénat ont échangé ce mercredi avec le corps diplomatique et les ministères impliqués dans le processus électoral. Le calendrier électoral et les pièces à fournir par les candidats à l'élection ont été présentés. Développement du sport, le Bénin a noué un partenariat avec la ville de Baltimore dans le Maryland. Le contenu du document de partenariat a été présenté au cours d'une conférence de presse à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Le Bénin entretient d'excellentes relations de coopération avec la Banque ouest-africaine de développement et les investissements de l'institution sous-régionale vont s'intensifier au cours des années à venir. C'est une assurance donnée ce mercredi par le président de la BOAD qui a été reçu en audience par le chef de l'État. Il est au micro de Jérôme Mouba, Jean Nambimin et Patrick Belengue. Nous avons évoqué quatre grands sujets. Le premier, je me suis permis de lui présenter mes condoléances en la qualité de président de la BOAD à titre plus personnel, suite au décès survenu hier de son directeur de cabinet. Je comprends que le président de la République et son directeur de cabinet avaient des relations proches. Il était donc important que je présente les condoléances au chef de l'État. Le deuxième point, j'ai remercié le chef de l'État d'avoir présenté ma candidature, de l'avoir soutenue, candidature à la tête de la Banque ouest-africaine de développement et d'avoir su convaincre la conférence des chefs d'État et le président de la conférence des chefs d'État de l'intérêt de ma candidature. Je l'ai donc remercié, c'était important. Nous avons ensuite discuté des modes de financement du développement, le sujet du renforcement des fonds propres de la Banque ouest-africaine de développement, qui est notre sujet clé. C'est le sujet majeur, principal. Il est important que la Banque ouest-africaine de développement soit mieux dotée en fonds propres et une colonne vertébrale plus solide, ce qui nous permettra de pouvoir aller lever des ressources beaucoup plus importantes sur les marchés financiers. Et je rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui, le bilan de la Banque ouest-africaine de développement est financé à hauteur de 70% par les marchés. Donc notre sujet, c'est le renforcement des fonds propres. Et d'ailleurs, le chef de l'État a insisté sur le fait que c'était vraiment l'objectif numéro 1 qu'il fallait que nous arrivions à remplir, à atteindre très vite. Et qu'une fois que nous aurions atteint cet objectif, une mise en ordre la maison, nous soyons à nouveau disposés à discuter de sujets de développement avec lui. Et nous nous sommes engagés, bien évidemment, à nous revoir dès que cette mission, cet objectif ambitieux aura été réalisé. La coopération est excellente, vous le voyez bien. Nous sommes ici à la maison. Les choses se passent très bien, les choses sont très fluides. Il y a une osmose très forte, bien évidemment, entre la BOAD et la République du Bénin. Alors, les sujets portent essentiellement, s'agissant de la coopération, portent essentiellement sur les sujets d'infrastructure, principalement sur le secteur souverain, mais il s'agit pour nous aujourd'hui, à la faveur du nouveau plan stratégique, de regarder ce que nous pouvons faire de plus et de mieux, également avec le secteur privé, les PME et les PMI.
La Commission électorale nationale autonome poursuit ses rencontres avec les partis impliqués dans l'organisation du scrutin présidentiel. La Sénat a présenté ce mercredi au corps diplomatique et au ministère le calendrier électoral et les pièces à fournir par les candidats à la présidentielle. Je vous propose de suivre à cet effet les explications de Rufin Domingo, directeur technique à la Sénat, au micro de William Aguia et de Ernest Tetegou. Nous avons rencontré les ministères, les institutions et le corps diplomatique pour échanger avec eux, notamment sur le calendrier électoral et également sur la liste des pièces à fournir pour l'élection présidentielle de 2021. Et au titre des pièces à fournir pour l'élection présidentielle par les candidats pour l'élection présidentielle de 2021, on peut retenir 2 catégories de pièces. Il y a les pièces communes à fournir par le duo président-vice-président et il y a les pièces individuelles. Au titre des pièces communes, il y en a 3. Premièrement, il y a la déclaration de candidature du duo président-vice-président et à cette déclaration de candidature, ils joignent le logo des candidats. Ça, c'est la première pièce commune. La deuxième pièce commune, c'est au moins 16 parrainages obtenus par eux et ces parrainages sont obtenus sur des formulaires délivrés par la Sénat. Et les 16 parrainages sont valables pour le duo président de la République, vice-président de la République. Et puis enfin, troisième pièce commune, c'est la quittance de 50 millions de francs CFA délivrée par donc, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Donc ça, c'est ce qu'il y a de 3 pièces communes pour le duo président-vice-président. Ensuite, il y a les pièces individuelles. Au nombre des pièces individuelles, il y en a 7. La première pièce individuelle, c'est la photocopie donc légalisée de la carte d'électeur. La deuxième pièce, c'est la photocopie légalisée du certificat de nationalité. Troisième pièce, ça va être le bulletin numéro 3, donc du casier judiciaire. Et la quatrième pièce, c'est une photocopie légalisée donc de l'acte de naissance. La pièce numéro 5, c'est le certificat de résidence. Et la pièce numéro 6, c'est le quitus fiscal, donc qui prouve que le candidat est à jour vis-à-vis du fisc. Et enfin, la pièce numéro 7, qui est une déclaration sur l'honneur que le candidat n'est pas dans des cas d'inéligibilité prévus par la loi. Sachez, mesdames et messieurs, que la période électorale rime parfois avec désinformation sur les réseaux sociaux. Pour sensibiliser et outiller les jeunes internautes, un atelier se tient à Cotonou sur le thème « Les jeunes et l'utilisation des réseaux sociaux en période électorale ». Rebecca Kendiaoundé et Igor Ayosso pour les détails. Les règles d'hygiène. Les réseaux sociaux, de très bons canaux de transmission de l'information, mais ils peuvent devenir très vite des outils de désinformation quand on ne maîtrise pas certains paramètres de l'utilisation de ces nouveaux médias. C'est donc pour outiller les jeunes issus des universités, associations, organisations de la société civile ainsi que les professionnels des médias que se tient la présente conférence débat. Une initiative de l'Institut de formation sociale, économique et civique, InfoSec. La toute première conférence débat qui nous réunit ce jour porte sur le thème central « Les jeunes et l'utilisation des réseaux sociaux en période électorale ». À travers ces initiatives, mes collaborateurs et moi voudrions, en synergie avec d'autres entités, co-organiser ces genres de rencontres axés sur l'action gouvernementale et le renforcement de la citoyenneté. Ces liens frauduleux sont souvent cachés. Les règles de bonne utilisation des réseaux sociaux en période électorale, la bonne hygiène pour une sécurité numérique personnelle, puis données à caractère personnel, les pièges à éviter par les citoyens en période électorale. Voilà les 3 panels qui ont meublé les échanges lors de cette conférence débat. Des thématiques qui ont suscité l'intérêt des participants. Ça nous permet d'éviter certains inconvénients au cours des élections parce qu'il y a des informations que j'ai reçues
aujourd'hui que je n'avais pas en temps. Donc, si cette information pouvait parvenir à tous les jeunes, ça serait une très bonne chose. Cette formation vient à point nommé puisqu'elle vient pour renforcer les capacités des jeunes sur comment utiliser l'Internet en période électorale pour ne pas se retrouver derrière les barreaux pour une malutilisation. Donc, cette formation, c'est une très bonne chose initiée et je salue l'initiative en fait. Cette conférence débat est la toute première d'une série que l'Infosec a prévue. Ces jeunes seront donc les porte-parole de l'Infosec dans leurs différentes structures afin que chaque internaute évite d'éventuels conflits avec la loi à travers ses publications pour une élection présidentielle pacifique et sans violence. Les opérateurs économiques du Borgo s'imprègnent des opportunités que leur offre le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. C'est à travers une séance d'information et de sensibilisation qui a eu lieu au siège départemental de l'institution consulaire à Parakou, Samirat Chabimane. La séance de sensibilisation est axée sur les modes alternatifs de règlement de conflits découlant des activités commerciales contractuelles entre un commerçant et un non-commerçant, y compris les entités publiques. Le mode alternatif de règlement des conflits dans le CAMEC est le porte-étendard permettre aux opérateurs économiques de régler les différends en un temps record et avec la célérité, la discrétion qu'il faut et sans que les parties ne se sentent pas lésées. Le CAMEC offre des services d'arbitrage, de médiation et ou de conciliation. En dehors des tribunaux de commerce qui existent pour régler les contentieux liés aux relations contractuelles, il existe d'autres modes dits alternatifs qui facilitent la résolution des litiges commerciaux. Renforcer les capacités et mieux outiller le point focal du CAMEC, ici, à Parakou, c'est encourager les opérateurs économiques à se rapprocher de la représentation régionale de la CCIB pour disposer des informations utiles en vue de la résolution des éventuels conflits qui naîtront de leurs relations commerciales. La sécurisation de l'investissement et également l'accroissement de l'investissement nécessitent, entre autres, une prise de conscience des opérateurs économiques sur, d'une part, l'importance de la contractualisation des liens d'affaires et d'autre part, la nécessité de prévoir, lors de l'élaboration des contrats, les modes de règlement des litiges commerciaux qui pourraient naître pendant l'exécution des dits contrats. Toute personne physique ou morale peut saisir le centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation en cas de litige né d'une relation commerciale. L'Agence nationale d'identification des personnes forme les agents de santé sur les réformes entreprises pour rendre plus fiable le fichier d'état civil. Les agents des maternités publiques comme privées des communes d'Adjoun, d'Adjawere et de Zapota ont bénéficié de cette formation. Gilles Donceau, Daniel Ada, compte rendu. La déclaration de naissance revêt une importance capitale. L'ANIP, Agence nationale d'identification des personnes, travaille pour la fiabilité du registre. Un nouveau mécanisme d'enregistrement des naissances est créé. Les agents de santé qui officient dans les maternités publiques comme privées sont en formation. 3 communes ont été parcourues ce mardi par les responsables de l'ANIP, Adjoun, Adjawere et Zapota. De profondes mutations sont en cours. Les habitudes vont changer, certainement. Et quand les habitudes changent, ce n'est pas sans inconvénient. Je voudrais vous demander de tout mettre en œuvre pour que ces changements d'habitude aient moins d'inconvénients sur le fonctionnement de nos formations sanitaires. L'ANIP travaille pour rendre plus moderne le fichier d'état civil. Il n'y aura plus de registre d'état civil à tenir au niveau des services d'état civil. Lorsque les formulaires sont envoyés vers l'arrondissement, le secrétaire d'arrondissement a l'obligation, ce n'est pas un devoir, c'est une obligation, d'amener ces formulaires vers le chargé de l'état civil au niveau de la mairie. Et le chargé de l'état civil travaille en lien avec le point focal de l'ANIP, qui est au niveau de ce qu'on appelle unité communale d'identification des personnes. Adjawere aura son unité dès le lundi.
parce que dans toute la zone, au moment où on faisait la tournée pour l'installation de ces unités, il y avait une indisponibilité au niveau de Adjawere. Mais nous avions bien noté et c'est déjà prêt. Le lundi, l'unité pourra commencer, ça va vous faciliter la tâche. D'autres communes seront parcourues les jours à venir. Intéressons-nous à présent à la séance de sensibilisation au respect des mesures de gestion des carrières de ressources minérales. Après l'Atlantique, les ministres des Mines et de la décentralisation étaient hier avec les maires du Mono et du Koufo. Jean-Claude James, Calvado Arnaud. Alassane Seydou de la décentralisation et Samou Seydou Adambi des mines à la préfecture de Lokossa. Le duo gouvernemental aborde avec les maires du Mono la question de la lutte contre l'exploitation illégale des carrières de ressources minérales. Après le Mono, cap sur la préfecture d'Aplaoué pour le même exercice avec les maires du Koufo. Le gouvernement a décidé d'organiser le secteur. Pour que l'objectif que le gouvernement s'est fixé soit atteint, il faut que vous jouez votre partition. Et votre implication est obligatoire, c'est un devoir, vous devez vous impliquer. Si vous ne vous impliquez pas, eh bien vous allez vous faire sanctionner. Ces sanctions peuvent coûter aux élus leur poste. Mais avant de passer aux sanctions, le gouvernement a pris une série de mesures qui en réalité constituent le cahier de charge de ces élus. Les chefs d'arrondissement devront rendre compte immédiatement au maire dès qu'une carrière est ouverte dans l'arrondissement sans autorisation préalable des services compétents de l'État. Le maire prendra les mesures pour sa fermeture si le chef d'arrondissement ne l'a pas encore fait. Le maire sera tenu d'informer le ministre de l'eau et des mines, le ministre du cadre de vie et du développement durable, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale avec un accusé réception dans les 48 heures qui suivent la réception de l'information. La mission de ces maires ne s'arrête pas là, d'autres tâches leur incombent ainsi qu'au préfet. La seconde série de mesures, c'est la délivrance d'abord du certificat ou de l'attestation d'occupation des sites que les maires ont l'habitude de faire depuis tout le temps. Mais cette fois-ci, avant que ça ne soit délivré, le service des mines devrait pouvoir vous dire, oui, ici nous pouvons exploiter. Le directeur du ministère du cadre de vie, le directeur départemental du ministère du cadre de vie sera également associé par rapport à la question environnementale. Parce qu'à la fin de l'exploitation, il faut restaurer le site. Et maintenant, le suivi. Le suivi, monsieur le maire, si vous ne faites pas le suivi vous-même, vous ne vous en sortirez jamais. La mise en place des brigades mobiles de contrôle. À ce niveau, donc, le préfet entre dans le jeu. Un mécanisme comprenant des brigades mobiles de contrôle et de surveillance sera conçu et mis en œuvre en attendant la conception et l'installation effective de la brigade minière. La séance a été très bénéfique pour nous parce qu'elle nous a apporté assez d'informations dont on ignorait vraiment l'importance. Habituellement, les ressources propres viennent avec les collecteurs d'impôts ou bien de TDL pour ces carrières. Ces collecteurs nous dribblent. Aujourd'hui, nous avons eu des propositions pour permettre à ce que ces collecteurs doivent déposer ce qu'ils ont collecté. Ils nous ont fait comprendre que notre responsabilité est beaucoup plus engagée donc, par rapport à la gestion de ces carrières-là. Et nous devons vraiment prendre garde pour un suivi strict pour que les choses se passent dans les règles de l'art. Mes impressions sont très bonnes dans la mesure où l'État prochainement va reverser 40% des ressources. Et en dehors de ça, nous-mêmes, ça va nous permettre de suivre correctement les activités de collecte. Je crois qu'avec tous ces deux avantages, je crois que ça va faire augmenter les budgets de nos communes. Ces émissaires du gouvernement ont saisi l'occasion pour remettre aux maires les autorisations transitoires pour l'ouverture et l'exploitation des carrières au profit de ceux qui en ont fait la demande.
Au ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, des lettres de mission et de félicitations du chef de l'État aux enseignants ont été remises aux chefs de mission et aux directeurs départementaux. C'était hier à Cotonou. Les détails de Fufame Salomé Atadedi et de Benjamin Denayon. J'accuse réception de la lettre de mission remise par votre autorité et je m'engage sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour que les performances de l'année académique 2020-2021 soient réalisées. Je vous remercie. Chefs d'établissement, encadreurs et responsables du système éducatif à divers niveaux sont désormais fixés sur les résultats attendus de leur part à l'issue de l'année scolaire 2020-2021. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a défini la mission assignée aux uns et aux autres dans des lettres de mission qu'ils reçoivent aujourd'hui. J'en appelle en réalité à la conscience professionnelle de chacun. Tous ceux-là qui ont reçu les lettres de mission et qui ne vont pas satisfaire aux objectifs prévus seront pédagogiquement sanctionnés. Et ceux-là qui auront satisfait à ces objectifs seront également positivement sanctionnés. Cette initiative vise essentiellement l'amélioration de l'offre éducative en République du Bénin. Des dispositions sont prises par le ministère pour accompagner la communauté éducative dans l'accomplissement de sa mission. Le comité de suivi des lettres de mission s'est attelé à développer une série d'actions d'accompagnement, notamment la confection d'une fiche de suivi paramétrée sous forme de formulaire sur la plateforme EducMaster. De même, sur la plateforme EducMaster, un menu intitulé « Répondre à ma lettre de mission » est dédié au suivi des dites lettres. Cette cérémonie de remise de lettres de mission a été cumulée avec la remise officielle de lettres de félicitations du chef de l'État à ses agents de l'encadrement pédagogique ayant fait preuve de professionnalisme au cours de l'année écoulée. Le chef de l'État a une forte espérance pour le redécollage de l'école béninoise. Ainsi, avec méthode, abnégation et dévouement sans pareil, nous y contribuons. En cela, je me dois de vous témoigner, à la mesure des efforts consentis par chacun, toute la gratitude du gouvernement. Les performances académiques de l'année écoulée nous confortent. À la suite de la réception de ces lettres de mission, les responsables du système éducatif sont conviés dans un délai de 15 jours à la rédaction d'un document qui présentera les mesures qu'ils envisagent prendre pour mener à bien la mission qui leur est confiée. Hier, 26 janvier, c'était la journée internationale de la douane. C'est un événement qui met l'accent sur les efforts des hommes et des femmes qui travaillent dans les administrations douanières du monde entier. Cette année, la douane béninoise a saisi l'occasion pour promouvoir plusieurs cadres. Précieux Aquaronou, Simon Villon. Le 26 janvier, une journée dédiée aux efforts des hommes et femmes de l'administration douanière. Cette année, la célébration porte une empreinte particulière. Nous avons des collègues qui ont été formés depuis quelques mois. Ils étaient en attente donc de leur port de galon. C'est des officiers. Et aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où les douanes béninoises sont très modernisées. Et lorsque nous parlons de modernisation, ça implique donc un certain nombre de compétences. Ça implique des renforcements de capacités. Et c'est à justice que l'autorité a quand même accepté que nous formions pour qu'on puisse relever les défis de notre ère. 63 contrôleurs de deuxième classe des douanes, 20 agents de constatation des douanes de la promotion 2018 viennent de franchir un palier de la hiérarchie douanière. Tout est grâce, c'est le nom de cette promotion dont les défis sont grands. Chaque douanier qu'on renforce est une semence pour l'économie.
Le gouvernement jouera sa partition en mettant à votre disposition les moyens nécessaires pour l'accomplissement correct de votre mission. Il vous revient donc de jouer la vôtre afin que les différentes actions de réforme puissent aboutir et permettre une mobilisation optimale des recettes douanières. Les récipiendaires expriment leur joie. Ils se disent prêts à accompagner les efforts du gouvernement. Nous prenons l'engagement solennel de défendre avec dignité, professionnalisme et honneur l'économie nationale. Nous promettons d'œuvrer aux côtés de toutes les autorités pour la réussite des nombreuses réformes engagées au sein de notre administration. L'administration douanière a profité de cette journée pour présenter le bilan des activités réalisées en 2020. Un bilan plutôt positif. Vous avez constaté que depuis 2016 ou 2017, j'allais dire, année de début des réformes, nos recettes ont progressé de 8% en moyenne. Et contrairement à ce qu'on observait en 2014 ou 2016, où les recettes étaient en train de chuter. Donc ça, ce n'est pas parce que la population a augmenté de façon exponentielle pour qu'on dise que c'est la consommation qui a augmenté. C'est en fait parce que nous avons pu mettre les taureaux devant la scène, mettre les réformes qui nous ont permis quand même de faciliter le commerce international et d'avoir une meilleure prise en charge des marchandises qui ont quand même contribué à rehausser le niveau de nos recettes. Relance, renouveau, résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable, un slogan voulu par l'Organisation mondiale de la douane pour aider les pays à faire face à la crise du coronavirus. Je vous invite à présent en mer. La manœuvre militaire Espadon engagée par les forces navales béninoises a été marquée ce mercredi par un exercice de lutte contre la piraterie en mer. L'exercice s'est déroulé dans les eaux béninoises. Ghislain Poga et Daniel Ada nous en disent plus. Après Nemo et Barracuda, voici Espadon, manœuvre militaire des forces navales béninoises. L'objectif assigné à Espadon, c'est tolérance zéro pour l'insécurité maritime dans les eaux sous juridiction béninoise. Le golfe de Guinée, du Sénégal en Angola, suscite des convoitises chez les hors-la-loi qui écument les océans. Le Bénin, avec sa marine militaire, travaille à réprimer l'audace de ces pirates de mer. Pour y arriver, le pays aguerrit les hommes, teste le matériel et met à l'épreuve les protocoles d'intervention. Le présent scénario met en scène les fusiliers commandos en opération anti-piraterie. Devant! Regarde devant! Tôt ce matin, le centre de commandement des opérations maritimes nous a informé qu'il y a un navire commercial. Il a été attaqué par des pirates. Le centre de commandement nous a ordonné d'appareiller en urgence pour aller appuyer l'équipe de protection qui est déjà sur position sur le navire. Nous nous sommes rendus sur position. On a effectivement constaté qu'il y avait une embarcation qui rôdait autour du navire. L'embarcation a essayé de fuir. Nous l'avons interceptée. Et nous l'avons maîtrisé et les pirates sont venus à la plage arrière. On les a tous vus. On a envoyé une équipe de protection sur l'embarcation des pirates pour les maîtriser, les dérouter. Et à l'issue, on a fait l'escorte du navire à la base navale de Cotonou. De retour à quai, on fait le bilan de l'opération. Le but de la manœuvre de ce matin, c'était pour voir la réactivité du patrouilleur P110 Ouémé, de l'équipe de protection et de l'ensemble du système. Et pour ce matin, je pense que notre objectif est atteint. On a pu voir comment réagissent les fusiliers, l'équipe de protection et le système de communication avec le centre de commandement des opérations. Tout ce dispositif a été testé ce matin. Pour la sécurisation des eaux béninoises et la sûreté du port de Cotonou, la marine militaire béninoise entraîne les hommes et veille. Développement du sport au Bénin, partenariat lie désormais le pays à la ville de Baltimore dans le Maryland. Nous sommes au nord-est des États-Unis. Le contenu du document de partenariat a été dévoilé au cours d'une conférence de presse à Cotonou. Blaise Adampo, Louis Koulouba. Le Maryland est un État des États-Unis d'Amérique. Sa plus grande ville, Baltimore, est l'une des villes candidates à l'accueil des matchs de la Coupe du monde de football en 2026.
Le Bénin a décidé d'associer son image à cet État à travers un partenariat sportif. Il y a à peu près un mois, on a été sollicité par l'organisation de cette candidature, par le comité d'organisation, on a été sollicité de par les travaux qui sont réalisés et les résultats que le pays peut avoir. On a été sollicité par cette organisation de la candidature, on a été sollicité pour un partenariat qui permettrait une visibilité au Bénin pendant la compétition de cette Coupe du Monde 2026. L'État de Maryland regroupe beaucoup d'Afro-Américains. Ce partenariat vient placer le Bénin comme le premier pays à s'associer avec un État américain. Au-delà de cette candidature, et on l'espère de l'obtention de cette compétition à Baltimore, ce sont des échanges autant sur le plan sportif que sur le plan culturel. Sachez que, et sur le plan économique, sachez que la ville de Baltimore et l'État qui est dans l'État du Maryland est un des États où il y a le plus d'afro-descendants. Le pays du Bénin, c'est le premier pays qu'on n'a jamais choisi pour faire quelque chose comme ça, parce que c'est le lait, c'est naturel. Le Bénin, c'est un football, c'est un pays de football et c'est un pays sportif. Il fait beaucoup de choses en ce qui concerne l'infrastructure dans tout le pays. Nous aussi, on fait la même chose ensemble. Donc, le pays du Bénin, c'était le premier pays africain qui a choisi aux États-Unis pour faire le hosting pour la Coupe du Monde. Au-delà d'une simple relation, c'est l'occasion pour le Bénin de signaler sa présence à la Coupe du Monde 2026 sur et en dehors du terrain. Nous allons, au-delà de ce soutien, nous organiser nous-mêmes pour que le Bénin soit présent à cette Coupe du Monde 2026. Nous avons bien l'ambition de faire en sorte que, avec une bonne organisation et avec, comme vous le savez, le soutien de chacun de vous, notre pays puisse, en tout cas, participer à cette Coupe du Monde. C'est une question de préparation, c'est une question de résultats sportifs. Ce partenariat vise à développer les programmes sportifs pour les femmes et les jeunes afin de renforcer le football au Bénin, mais aussi de développer l'industrie nationale du football. Dans Tokpa, plus qu'un marché, c'est un catalogue de plus de 200 pages qui parle du plus grand marché du Bénin. Après plusieurs années de recherche, l'auteur du document l'a rendu public. Osenia Deleke, Louis Kouroubo. C'est une vision qui a démarré depuis 5 ans. Depuis 5 ans, de 2015 à 2021. Voyez-vous qu'il y a tout pour enterrer ce projet. Mais aujourd'hui, le projet a vu jour. Dans Tokpa, plus que marché, c'est le titre de ce catalogue du jeune photojournaliste béninois, Martial Dansou. Fruit de plusieurs années d'archivage, l'ouvrage publié met en valeur et magnifie le plus grand marché à ciel ouvert de l'Afrique de l'Ouest. Et en finissant cette œuvre, je suis vraiment ravi, je suis content de voir aujourd'hui que l'œuvre est appréciée. Tout le monde qui voit le livre, tout le monde se retrouve dedans. Dans Tokpa, notre héritage, dans Tokpa, notre mémoire, dans Tokpa, nos archives aujourd'hui. Comme vous le savez tous, le marché est prévu à déplacer. Alors, le marché, si dans Tokpa était un personnage, dans Tokpa allait être comme peut-être les rois Bianzin, les Glélé, en son époque. Parce que dans Tokpa a beaucoup d'histoires à raconter. Dans Tokpa, c'est la nostalgie. Dans Tokpa, c'est sa bibliothèque. Tout un peuple, la vie de tout un peuple.
Ce document de plus de 200 pages est un véritable travail que l'auteur et son équipe ont abattu. Qu'il me soit permis de vous souffler que l'autorité communale apprécie à sa juste valeur votre chef-d'œuvre au regard de la richesse de son contenu, tant culturel que cultuel. C'est donc une chance pour la ville de Cotonou de pouvoir compter sur un partenaire de votre qualité qui aborde avec précision les réalités culturelles du sud du Sahara. L'événement qui nous réunit ce soir marque un tournant important de ce marché historique de la ville de Cotonou. Cela s'inscrit dans la logique de valoriser les braves et vaillantes personnes qui l'animent au quotidien. Avec une couverture entièrement cartonnée et à l'intérieur des images prises en couleur, cette œuvre représente un atout touristique aux acteurs du monde éducatif qui sont en quête de savoir. J'ai contribué déjà à l'élaboration de cet ouvrage en tant que contributeur rédactionnel. Je pense que c'est un bel outil au niveau technique déjà, parce que la qualité des images, leur montage et la présentation finale, ça incite à traîner. On peut porter ça partout. C'est aussi un outil de promotion de la destination Bénin. Vous savez très bien combien le développement du tourisme est aujourd'hui prioritaire dans les actions du gouvernement du Bénin. Donc on a là encore un autre outil de promotion de la destination Bénin. Ensuite, c'est un document d'archives. Et lorsqu'on regarde l'ouvrage et qu'on voit la qualité des images, on est heureux. Moi, j'étais heureux quand j'ai eu le privilège et l'honneur d'échanger avec M. Dansou. C'était sublime, c'était sublime. Moi, je l'encourage, je le félicite et j'encourage tous mes compatriotes et nos partenaires à acquérir cet ouvrage. La réalisation de ce document est soutenue par la coopération suisse au Bénin et plusieurs partenaires techniques et financiers. Cérémonie de présentation de feu des fils et filles de la collectivité de Souza. L'événement a eu lieu samedi dernier à Ouida, une occasion pour Sa Majesté Mito Moïse Roger de Souza Tchatcha 9 d'inviter les filles et fils de Ouida à la cohésion. Rebecca Kendjangoundé, Patrick Nimavon. Il entend raffermir l'unité entre les filles et fils de la collectivité de Souza, mais aussi entre tous les enfants de Ouida. Sa Majesté Mito Moïse Roger de Souza Tchatcha 9 veut surtout pérenniser les valeurs ancestrales méconnues et bafouées selon lui de jour en jour par la jeune génération. C'est la raison pour laquelle il a convié ici notables, têtes couronnées, filles et fils de cette grande collectivité à un conclave. Cette initiative est le fruit d'un constat. J'ai constaté que tout Ouida se déplace sans se concerter et chacun prend ses décisions unilatérales. Mais j'ai eu la chance de voyager très souvent vers le roi d'Abomey et le respect que je constate là-bas m'a plu et j'ai voulu voir les têtes couronnées de Ouida pour qu'ils s'unissent, pour qu'ils s'entendent à imposer cette rigueur de politesse dans notre cité. Cette séance a aussi permis aux filles et fils de la collectivité de Souza et aux enfants de Ouida de mener ensemble des réflexions sur les problèmes qui minent le bon fonctionnement et la solidarité au sein des membres. Occasion également pour les têtes couronnées et dignitaires de soulever des préoccupations relatives à cette cohésion tant souhaitée. Confrontés à certaines divergences qui ne nous permettaient plus de sacrifier à la tradition comme au temps de nos parents. Cependant, en attendant la prise de décision par les instances chargées du règlement de ces divergences, Sa Majesté Tchatcha 9 a voulu continuer avec ces bonnes pratiques faisant partie de nos us et coutumes. Donc il y avait une importance, il y avait un désir de Son Altesse Royale Mito Tchatcha de réunir l'ensemble des parties prenantes de Ouida, les têtes couronnées, mais aussi toute la graffe familiale qui était associée à ces gens-là, pour leur demander de faire un effort de solidarité dans un but de construction du pays, mais aussi de relance économique. Présentation de vœux,
prière à la nation béninoise et au bénéfice de son chef, le président Patrice Talon, puis partage de repas. Voilà les autres moments forts de cette rencontre des filles et fils de Ouida. Au Liban, les autorités ont imposé un confinement strict. En France, les patrimoines culturels souffrent de l'arrêt des activités touristiques à cause du coronavirus. En Allemagne, il y a eu changement de stratégie face au Covid-19. Le masque est désormais obligatoire dans les espaces publics. Axel Dancy. C'est un confinement synonyme d'agonie. Au Liban, les forces de l'ordre font de nouveau face à des manifestants en colère. Deuxième nuit d'affrontements qui ont fait au moins 45 blessés. Des jeunes ont tenté de prendre d'assaut le principal bâtiment administratif dans une ville du pays. Des routes ont été bloquées par des protestataires. Les autorités libanaises ont prolongé jusqu'au 8 février un confinement strict, décrété au départ jusqu'au 25 janvier pour enrayer la progression du coronavirus. Le confinement s'accompagne d'un couvre-feu permanent et d'une fermeture des commerces. Des exceptions pour le personnel médical ou les journalistes et des attestations de sortie sont prévues pour certains déplacements. La crise sanitaire met à mal les propriétaires des châteaux et patrimoines culturels en France. Les propriétaires de châteaux et belles demeures n'accueillent plus de visiteurs et leur manque à gagner est important. Ces pertes d'exploitation impactent les travaux d'entretien et de restauration et c'est le patrimoine culturel et historique du pays qui en pâtit. Si vous attendez trop pour faire des travaux, un lieu comme celui-ci, en fait, ça pardonne pas, quoi. Si vous reculez, c'est pas des petits travaux, c'est des énormes travaux qui deviendront insurmontables. Donc, il faut vraiment avoir une grande régularité. Et là, l'année 2020 est un peu une année creuse, évidemment. En Indre et Loire, le château de Rivaux est fermé temporairement. Pour ses propriétaires, c'est une perte d'activité totale, mais aussi un élément important de la vie culturelle et sociale qui est anesthésié. Le château d'Ussé, qui aurait inspiré le conte de la Belle au bois dormant, attend lui aussi que des touristes viennent à nouveau découvrir son histoire et sa beauté. On fait pas mal de fêtes qui attirent plutôt un public local. Et donc ça dynamise un peu et ça crée des interactions, ça crée des lieux de rencontre et ça crée une activité culturelle ou festive, conviviale, dans un endroit où en fait il n'y en a pas beaucoup. En Allemagne, les masques chirurgicaux sont désormais obligatoires dans les transports en commun et les commerces. Les autorités imposent les masques de type FFP2 qu'ils filtrent à 94% des particules. Pour le gouvernement, c'est la garantie d'une protection plus efficace qu'un masque en tissu ou fait maison dont la qualité de filtration est jugée insuffisante face à des variants beaucoup plus contagieux. La fabrication de ces masques s'accélère du fait du nombre d'habitants dans ce pays. L'usine de fabrication de masques compte 70 employés et travaille 5 jours par semaine. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Awa Chérif pour le JT Soir.